En 1894, la France se développe dans une atmosphère morose, en proie à la montée de l'antisémitisme, au scandale financier et à un esprit de vengeance suite à la défaite de 1870. C'est à cette époque que va éclater une des plus grandes erreurs judiciaires de l'histoire de France. C'est en effet un document écrit par l'espion Esterhazy, pour le compte des Allemands, qui va arriver sur le bureau du service de renseignement français. Et pourtant, il ne sera jamais inquiété. L'état-major accuse et condamne un autre officier à sa place, un certain Dreyfus. Salut les Focusiennes, salut les Focusiens et bonjour à tous les autres. Bienvenue sur Histofocus. Dans cette vidéo, nous allons revenir dans l'année 1894 et à une affaire qui va déchirer les Français, les familles et le territoire. Que sait-on du comte Ferdinand Walsin Esterhazy? Il est né le 16 décembre 1847 à Paris. Il n'a jamais été comte, bien que son grand-père était le fils naturel de la comtesse Marie-Anne Esterhazy de Galanta, car elle est aussi l'enfant illégitime du marquis Jean-André César de Ginestou, gouverneur de la ville de Vigan. Du coup, pour éviter le scandale, il est adopté et élevé par le médecin français de la famille princière austro-hongroise, un certain docteur Walsin. Après un procès, le papy avait fini par récupérer le nom Esterhazy, mais n'avait pas le droit de revendiquer le titre de comte. Mais ça, c'est un détail juridique dont Ferdinand se moquait éperdument, surtout en 1894. Ferdinand fait ses études au lycée Bonaparte à Paris, ce qui ne l'empêche pas d'échouer à Saint-Cyr. Il s'engage dans le corps des zouaves pontificaux, puis rejoint la Légion étrangère en 1869. Comme tous les Français, en 1870, il perd la guerre. Et de 71 à 74, il réintègre les zouaves. Il devient capitaine d'infanterie jusqu'en 1886, et il assure la fonction d'ordonnance du général Grenier, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, il faut souligner qu'en 1877, il travaille pour le deuxième bureau, le service d'espionnage français. Sa mission? Traduire des documents allemands. Il est ensuite assigné au renseignement à Alger, mais grâce à des arrêts maladie, il reste domicilié à Paris. À l'état-major, on se moque de son statut de détaché permanent, de ses liaisons, et des déboires dans diverses affaires pécuniaires. En 1886, après 6 propositions, il est décoré de la Légion d'honneur, et il épouse Anne-Marie de Nettancourt-Vaubecourt la même année. 2 ans plus tard, il dépose une demande de mise en non-activité pour infirmité temporaire. Ça lui est refusé. Il prend quand même ses vacances en Bavière. Esterhazy est un espion, mais depuis quand et à la solde de qui? Mystère. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en 1894, il a besoin d'argent. Il quitte Rouen où il est affecté pour arriver à Paris, dans le but de faire un emprunt. Malheureusement, cet été 1894, les banques sont frileuses dans les prêts, suite au scandale survenu avec le canal de Panama. En résumé, le scandale de Panama est une affaire qui fait scandale jusque dans les hautes sphères politiques de la Troisième République. En 1879, Ferdinand de Lesseps fonde la Compagnie universelle du canot interocéanique du Panama dans le but de trouver le financement pour relier 2 océans, le Pacifique et l'Atlantique. Le creusement du canal sera un fiasco que même Gustave Eiffel n'arrivera pas à sauver. Les associés de Ferdinand de Lesseps, le baron de Reynac et Cornelius Hersch, soudoient des journalistes, des parlementaires et des ministres. En 1888, la banque jette l'éponge et l'entreprise déclare faillite, emmenant avec elle 85 000 épargnés. En 1892, le journaliste antisémite Édouard Drumont dénonce l'affaire, ce qui entraînera le suicide du baron de Reynac et plongera la République dans un scandale. Hersch fuit en Angleterre, le ministre de l'Intérieur Loubet démissionne, le ministre des Finances Rouvier est mis en cause, et le ministre des Travaux publics Baillot est condamné à 5 ans de prison. Ferdinand de Lesseps échappe à la prison pour vice de forme mais pas son fils qui prend 5 ans et une lourde amende. Et des dizaines de députés sont condamnés pour corruption. Le scandale de Panama est une aubaine pour le parti antisémite français, et la presse politique et satirique se déchaîne en appuyant sur le fait que les hommes qui ont versé des pots de vin, de Reynac et Hersch, étaient juifs. Ceci n'a fait qu'alimenter la montée en France de l'antisémitisme et de l'antiparlementarisme. Mais revenons à Ferdinand Esterhazy. Il hypothèque ses biens immobiliers, mais ce n'est pas suffisant pour couvrir ses dettes. Il décide donc de répondre à une demande des Allemands sur des renseignements des défenses françaises et leur remet un document contenant des informations. Document qui restera dans l'histoire sous le nom de Bordereau. Rappelez-vous, on l'a dit plus tôt, Esterhazy est un espion, et son contact à Paris est l'attaché militaire d'Allemagne, Maximilian Friedrich Wilhelm August Leopold von Schwarzkoppen. Ses motivations sont simples, l'argent, la kitcha, la moula, le flouze, le blé. Une motivation assez simple. Et pour comprendre les raisons pour lesquelles Ferdinand s'apprête à commettre cet acte, il faut revenir quelques mois plus tôt. Et pour cela, nous devons faire connaissance avec un homme, un certain Jules Roche. Pour la faire courte,
Jules Roch est né en 1841. C'est un opposant à Napoléon III et un haut fonctionnaire aux idées d'extrême gauche et anticléricales, ce qui le conduit à la révocation sous Macmahon. Il devient journaliste et entre en politique. Il est d'abord partisan de Clémenceau et il s'alliera à l'Union républicaine de Gambetta. En 1881, il est député du Var, puis en 1885 de Savoie et en 1898 de l'Ardèche. Il est aussi ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies de 1890 et 1892, et il est rattrapé par le scandale de Panama. Arrêté, jugé, il bénéficie d'un non-lieu, mais sa carrière ministérielle se brise. Il se prend alors de passion pour les armes et la guerre, et en 1894, il est rapporteur du budget du ministère des Armées au service du général Mercier. Et cet islogout de la Troisième République veut devenir calife à la place du calife. Ministre à la place du ministre. Et pour ça, il doit tout savoir avant tout le monde. Il recrute donc des agents afin d'être informé de tout. Et en 1894, il veut faire capoter le vote du budget militaire et faire tomber Mercier. C'est là qu'il entend parler d'Esterhazy, qui accepte de lui rendre service. À partir de ce moment, Ferdinand multiplie les voyages entre Rouen et Paris, durant lesquels il donne à Roch ses informations et s'affirme en manipulateur des intrigues du pouvoir. Et pendant ces réunions, Ferdinand en apprend autant qu'il en donne. Peut-être est-ce cela qui le pousse à franchir le pas et à renseigner les Allemands. En juin, ses finances sont plus que jamais dans le rouge et elles continuent de s'aggraver. Le monsieur se retrouve pris à la gorge par les créanciers et il continue à perdre au jeu et à la bourse. Il prévient ses riches amis de la situation. Acculé, il décide de prendre rendez-vous un jour de juillet 1894 avec l'attaché militaire de l'ambassade d'Allemagne. Démarche courante à l'époque pour tout soldat souhaitant une autorisation allemande pour un séjour en zone annexée de l'Alsace-Lorraine. Il y rencontre donc Maximilian von Schwarzkoppen. Qui est vraiment Maximilian? Il est né en 1850 dans la noblesse prussienne. Il obtient la croix de fer lors de la guerre de 1870. C'est un personnage surveillé car son poste d'attaché militaire à l'ambassade en fait le chef de l'espionnage allemand en France. À 43 ans, il est célibataire, ce qui veut dire dans le jargon codé et moqueur des officines d'espionnage qu'il a une vie dissolue. En gros, il fréquente les femmes, en particulier l'épouse du premier secrétaire de la légation des Pays-Bas dont il est l'amant, et il entretient une relation passionnée avec Alessandro Pasinardi, son homologue italien. Il a l'habitude de tenir un journal où il relate ses faits et gestes, journal qui sera connu sous le nom de Carnet de Schwarzkoppen, et dans lequel il parle d'Esterhazy. Esterhazy, lors de cette réunion, propose à Schwarzkoppen des documents qu'il refuse, mais cela l'intrigue. Est-ce un agent double faisant de la désinformation ou une cible de recrutement potentielle? Il en réfère à Berlin qui lui donne le feu vert pour le recruter en août 1894. Esterhazy accepte sous condition de rémunération. C'est là qu'il procure aux Allemands son premier document, connu sous le nom de bordereau. Document qui sera déchiré par l'attaché parlementaire et mis à la corbeille avant qu'il ne parte quelques jours en Allemagne, détail qui aura son importance plus tard. Document qui va déclencher la plus grande crise politique de l'histoire de la France contemporaine, le point de départ d'une affaire qui portera le nom de sa victime, Dreyfus. L'espionnage français sous le Second Empire n'en est qu'au balbutiement. Bien sûr, il y avait bien le cabinet noir qui depuis Richelieu lisait le courrier des gens, mais sous l'Empire, rien n'était structuré et le contre-espionnage n'existait pas. On observait dans les ambassades, on filait les étrangers, on surveillait les cercles de jeu et les hôtels, mais c'est tout. Jusqu'en 1870 où la République réorganise l'état-major des armées. En 1976, un service est créé qui prend le nom de section de statistique et de reconnaissance militaire, qui sera connu sous le nom de second bureau. Service bien entendu officieux, qui a pour but de renseigner sur les dessins et les opérations ennemies. En 1886, le lieutenant-colonel Sander en est le chef. Les services secrets français sont nés. Les officiers allemands qui fréquentent les cercles de jeu sont surveillés. Pour cela, on engage des personnes pour observer et rapporter les faits. Des personnes usant de méthodes peu en rapport avec l'honneur du port de l'uniforme. Il existe en 1894 un agent implanté depuis plusieurs années dans les endroits stratégiques de Paris. Cet agent, c'est Marie Caudron, épouse Bastien. Son histoire commence en 1889. À cette époque, Marie vient d'être engagée à l'ambassade d'Allemagne comme femme de ménage. Elle se fait recruter par les services de renseignement pour lesquels elle sort des papiers du bureau de l'attaché militaire. Jusqu'en 1899, Marie livrera régulièrement des documents aux services de renseignement. C'est elle qui ramassa les morceaux de bordereau que Schwarzkoppen avait déchirés avant son séjour en Allemagne. Elle remet son colis au colonel Henry, qui reconstitue le document et l'analyse. Ferdinand, grâce aux renseignements fournis et à quelques escroqueries annexes, commence à rembourser ses dettes. Le colonel Sanders est un militaire d'origine alsacienne, revanchard à l'idée de reprendre l'Alsace et la Lorraine, et ouvertement antisémite.
Il soupçonne qu'un traître œuvre à l'état-major, et le bordereau prouve que cela est vrai. Il en réfère au ministre Mercier, qui subit à ce moment-là la colère des journaux antisémites suite à de graves décisions prises quelque temps plus tôt. Il voit dans cette découverte l'occasion de redorer son blason, mais lui faut un coupable, et vite. C'est le lieutenant d'Aboville qui est désigné pour trouver le coupable. En manque de temps, il ne s'intéresse qu'aux officiers fréquentant l'état-major, et surtout aux artilleurs stagiaires du deuxième bureau, qui, par leur statut de stagiaire, peuvent fréquenter les 3 autres bureaux. Pourtant, les renseignements divulgués par le bordereau auraient pu être connus par de centaines d'officiers français. Mais passons. Dans la liste de d'Aboville, il y a un officier de confession juive, un certain Alfred Dreyfus. Et pour vous remettre un peu dans le contexte, rappelez-vous le climat de l'époque, l'antisémitisme est assez développé dans la société. On sait tous à peu près ce qu'est l'antisémitisme, mais partons sur une base commune pour avoir les mêmes informations. L'antisémitisme remonte à l'Antiquité, lorsque les Juifs combattaient leurs oppresseurs égyptiens vers -300. Au IVe siècle après Jésus-Christ, les chrétiens ont répandu l'idée de la cupidité juive. Il est devenu un homme déchu. Au Moyen-Âge, les gens du judaïsme ne pouvaient travailler ni dans l'administration, ni dans les métiers de la terre. Ils sont donc contraints de résider en ville, et de travailler dans le commerce de marchandises ou dans le secteur du prêt avec intérêt. Mais ils sont quand même autorisés à exercer la médecine et l'orfèvrerie. Au XIVe siècle, ils ont été expulsés d'Espagne par le décret de l'Alhambra, et ils ont souvent été persécutés et massacrés. Les philosophes des Lumières, à commencer par Voltaire, voyaient dans les Juifs des survivants de l'obscurantisme médiéval, et les Juifs dispersés et intégrés dans divers pays seront à chaque montée de nationalisme désignés comme l'ennemi intérieur. En France, après la Révolution de 1789, ils sont devenus citoyens, et c'est peut-être à ce moment-là qu'on a commencé à pouvoir parler d'antisémitisme parce que les Juifs français sont devenus un ennemi intérieur. Le dernier massacre juif a eu lieu dans le Haut-Rhin en 1848. Au XIXe siècle, l'idée d'un complot juif pour s'emparer du pouvoir se répand. Dans la société industrielle naissante, les banquiers juifs impliqués dans le développement des usines sont les premiers coupables lors de la première crise. Avant de commencer, il faut savoir que les Saint-Cyriens et les polytechniciens ne sont pas copains. Donc, si on résume, Mercier est pressé, Sanders est antisémite et ancien de Saint-Cyr, Dreyfus lui est juif et polytechnicien. Et là, tout s'enchaîne. Défaite de 70, esprit de revanche, scandale du Panama, ambiance d'espionnite, attentat anarchiste, montée de l'antisémitisme, et voilà. L'unique juif d'une simple liste issue d'une enquête bâclée et fondée sur une analyse de départ réductrice devient en quelques secondes le coupable idéal. Épargnant à Ferdinand Esterhazy bien des déboires. Le traitement et le procès de Dreyfus est une mascarade. L'état-major a fait les choses en grand pour la dégradation de Dreyfus. Le spectacle est là. Pour le procès, le commandant Dupaty de Clam est nommé pour mener les interrogations. Le monsieur est passionné de graphologie, mais ça n'en fait pas un expert pour autant. Mais il affirme quand même que Dreyfus est l'auteur de bordereau, malgré que des experts en graphologie comme Tessonnière affirment le contraire, ou du moins émettent des doutes. Alphonse Bertillon, un criminologue, père de l'anthropométrie judiciaire, est sûrement un grand scientifique, mais un piètre graphologue. Et pourtant c'est lui qui fait autorité lors du procès, et pas Tessonnière. Et pour expliquer les différences entre l'écriture de bordereau et l'écriture de Dreyfus, il avance le concept de l'auto-forgerie. En gros, Dreyfus a imité sa propre écriture. Dreyfus passe en jugement militaire en décembre 1894, mais l'état-major craint que l'histoire de la graphologie soit insuffisante pour faire condamner Dreyfus. C'est pas grave, tout problème a une solution, et le colonel Morel fournit à la cour un dossier rempli de preuves accablant Dreyfus. Pièces qui se révéleront des années plus tard fausses, ou du moins sans intérêt. La plus célèbre de ces fausses preuves, la lettre de Schwarzkoppen à Panisardi, qui évoque cette canaille de D. En 1894, elle est considérée comme capitale dans le dossier. C'est pourtant une lettre falsifiée par le colonel Henry. Elle date en fait de 1893. Le fameux D est un certain Dubois, un imprimeur qui, non content d'imprimer les cartes de l'état-major français, les fournit aux Italiens et aux Allemands contre rémunération. Esterhazy n'est pas inquiété et n'a aucun poids sur la conscience, ou alors il a un complice haut placé qu'il protège. On ne sait pas, là-dessus les historiens ne sont pas d'accord. Peut-être Esterhazy a-t-il écrit le bordereau à la demande de Jean Sander, le directeur de contre-espionnage militaire français, pour alerter indirectement le général Philippe-Gustave Saussier, qui aurait été à la source des informations transmises, ce qui ferait d'Esterhazy un agent double. Ou c'est un vrai espion à la solde des Allemands qui agit pour de l'argent. En tout cas, il continue de fournir des informations aux Allemands, mais les relations entre Esterhazy et l'attaché militaire allemand finiront par se détériorer. Ce qui ne fait plus de doute par contre, c'est que Dreyfus était innocent, et pourtant, en janvier 1895, on le dégrade et on l'envoie au bagne, à perpétuité. Ayant échoué à rétablir la peine de mort pour les traîtres, Mercier réussit quand même à faire envoyer Dreyfus en Guyane, jugé plus hostile que la Nouvelle-Calédonie. Là, il subira brimades et tortures.
il passe 1517 jours au bagne sur l'île du Diable. Mais le destin de Dreyfus et d'Esterhazy vont se heurter une nouvelle fois en mars 1896. En 1896, quelques acteurs influents de l'affaire ont changé. Le nouveau chef du deuxième bureau n'est plus Sander, mais le commandant Picard. Et, en ce jour de mars, Henri est en congé, et c'est le capitaine Lott qui récupère le colis de Marie Bastien. Et là, il découvre un télégramme de Schwarzkoppen, document qui sera connu sous le nom de Petit Bleu. Le document lui-même, il n'est pas intéressant. C'est une relance de la part de l'attaché militaire à un de ses agents. Mais au verso de la feuille, il y a son nom et son adresse. Commandant Esterhazy, 27 rue de la Bienfaisance, Paris. Au retour de vacances, Henri est informé par Picard. Il est le seul à pouvoir faire le rapport entre Esterhazy et le bordereau qui a envoyé Dreyfus au bagne, mais il ne dit rien. En même temps, il connaît Esterhazy, il a commis des faux, il pourrait être accusé, donc la raison l'emporte sur l'honneur. Picard lance une surveillance sur Esterhazy et le découvre couvert de dettes, jouant à la bourse et menant une vie dissolue avec des femmes de mauvaise vie. Mais aucune preuve de contact avec les Allemands, et pour cause, Esterhazy ne fait plus commerce de renseignements. Après plusieurs mois d'enquête, un agent double allemand rencontre Picard en Suisse et lui parle d'un agent qui aurait livré des renseignements à Schwarzkoppen en 1894 et 1895. Picard consulte le dossier secret et l'écriture d'Esterhazy. Il fait coup double. Il confond un espion et découvre une horrible erreur judiciaire. Il aurait fait à ses supérieurs, mais ceux-ci n'admettront jamais leur tort. Ils écartent Picard en l'envoyant en Afrique sous le sceau du secret. Mais la vérité finit par éclater grâce à un journaliste qui publia une photo du bordereau. À la vue de cet article, Esterhazy est en panique. Et y a de quoi. Ferdinand avait éparpillé des reconnaissances de dettes dans tout Paris. Et ça en fait des preuves écrites. Le frère de Dreyfus utilise cette photo pour l'afficher sur les murs parisiens à côté d'une lettre de son frère. On y voit bien la différence entre les deux écritures. Et c'est là que M. Castro, un courtier en valeurs immobilières, reconnaît l'écriture d'Esterhazy, qui lui avait fait une reconnaissance de dette. Esterhazy demande lui-même être jugé, et il émet l'hypothèse que Dreyfus dirige un complot contre lui et qu'il a décalqué son écriture. Il sera acquitté en quelques minutes par le tribunal militaire. Le lendemain, Émile Zola publie son célèbre J'accuse dans les pages de l'Aurore, ce qui entraîne le départ de Ferdinand pour l'Angleterre. Plusieurs intellectuels, dont Jean Jaurès et un chef d'État, Albert Ier de Monaco, soutiennent Dreyfus. Plusieurs autres le considèrent comme un traître. Ferdinand, en exil en Angleterre sous le nom du comte Jean de Voilemont, est correspondant d'un journal antisémite et anti-Dreyfusard. Il meurt en 1923, sans jamais avoir été condamné. Dreyfus est rejugé par le procès de Rennes, qui s'ouvre en 1899. Il est condamné à 10 ans de prison avec circonstances atténuantes, et quelques jours après il sera gracié. Il réintègre l'armée, mais ne sera jamais indemnisé et ne pourra jamais évoluer en grade. Il prend sa retraite en 1907, et participe en tant que réserviste à la Première Guerre mondiale. Il meurt en 1935. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. En même temps, si vous êtes encore là, c'est que ça doit être le cas. En attendant, vous pouvez mettre le pouce bleu, vous abonner, activer la cloche si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, et partager. Vous connaissez le principe, ça peut aider la chaîne et ça coûte rien. Vous pouvez participer dans les commentaires, dans le respect de chacun, et me dire ce que vous avez apprécié. Et en attendant, n'oubliez pas que c'est en connaissant le passé qu'on peut comprendre le présent et apprendre l'avenir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.